Anthropocène 1, c'est ici et maintenant. Maintenant, notre rapport à l'espace, en l'espèce, au vivant. L'Anthropocène serait cette nouvelle époque caractérisée par l'avènement des humains comme principale force de changement sur Terre, dépassant ainsi les forces en place. Celui d'un désordre planétaire inédit. Inédit, dur de se mouvoir, tiraillé entre désir, plaisir. Je crois à dire comme faire, mais j'ai peur de trop faire et du désert auquel cela pourrait conduire. Agir, oui, mais comment? Vite, 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 vite. Vite, 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 vite. Vite. Est-ce vivre? Vitesse, vivre. Vite, est-ce vivre? Est-ce vitesse, ivre? Est-ce vite? Est-ce vivre? Est-ce vitesse, vie, ivre? Est-ce tourner manège? Danser mobile. Entrer dans l'indécise sinusoïde de la vie. L'escalier en infini dents de scie. Monter, c'est descendre. Janvier, c'est descendre. Monter, descendre, janvier, descendre, monter, descendre, janvier, descendre. Monter en flèche, sans flamme et toucher du bois, puis en flamme des cendres. Monter, descendre, fumer et des cendres. Monter, descendre, semer, attendre, monter, descendre, janvier, septembre, monter, descendre et pousser, 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 pousser. Monter au ciel, sortir du circuit, entrer dans l'indéfini dit infini, boucler, la boucler, faire face à la menace d'une suite qui sans fin s'enfonce sans fuite possible. La descente avant l'ascension. La détente avant la tension. La descente avant l'ascension, la détente avant la tension. Step by step, s'exercer sans cesse à cette danse. C'est exercer 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 sans cesse à cette danse et... Une marche après l'autre. Car le temps passe et... Il ne sera pas le seul à venir. L'avenir est en marche. Marche, 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 marche. Alors vis comme vital, vite, t'as-t-on le temps d'attendre la vie, t'as le temps, t'as le temps qui te court après. Alors marche, ou cours, ou prends tes jambes à ton cou, vas-y roule, en route, fonce, avance, encaisse, progresse, bref. Mets-toi en marche. Marche, marche, marche. Marche au... Pas. Besoin de... Pas. Besoin de... Pas. Besoin de... Pas. Besoin de... Pas. Deux pas en avant, pas en arrière, deux pas en avant pour aller au devant, aux quatre vents de l'autre, intimidant. Intimidance dans ce flot de foule. Danse 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 dans ce flot de foule. Danse. S'exerce sans cesse à cette 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 danse. S'exercer sans cesse à cette danse. L'avenir est en marche. De notre logorée, cette petite créature rampante, baveuse, gluante, insignifiante pour certains, voire carrément repoussante pour d'autres, est même souvent à tort considérée comme nuisible pour nos parcs et jardins. Et pourtant,
Ce locataire est utile, extrêmement sensible, sa présence témoigne d'un sol en bonne santé. C'est un petit être qui, lorsqu'on s'y penche, nous interpelle. Et lorsqu'il se fait la belle, À deux à l'heure. dans son sillon baveux se reflète l'arc-en-ciel. Bonne balade. Cette petite balade un peu sur la nature, on va partir du cadastre de Saint-Brieuc. Parce que le cadastre, en fait, il dit beaucoup de choses. Antérieurement à l'urbanisation qui est croissante depuis quelques décennies, on a tout un tas de noms de lieux qui font référence à la nature. On est sur un territoire qui est très rural, sur Saint-Brieuc. Et le cadastre, il nous permet de voir tous les noms anciens qui sont absorbés avec l'urbanisation galopante. Voilà, on crée des noms de rues maintenant, voilà, on essaye de trouver des personnages. Mais antérieurement, il y avait déjà des indications. Donc, alors, des choses qui sont encore, on va dire, audibles aujourd'hui, on a le centre commercial Les Champs, qui antérieurement était l'emplacement d'une caserne. Alors, on le voit ici sur le cadastre de 1814, vous avez la caserne des Ursulines. Alors, pourquoi cette caserne-là? Alors, caserne et Ursuline, c'est un petit peu antinomique. Ursuline, parce qu'auparavant se trouvait un couvent sur l'emplacement dit du Pré-Tison. Donc, vous avez une indication déjà de la nature de la parcelle ici. Donc, c'est l'évêque de la Porte qui fait venir les Ursulines, la congrégation des Ursulines ici, au XVIIe siècle, 1624. On est en pleine contre-réforme, il y a eu le protestantisme, les guerres de la Ligue, ici aussi à Saint-Brieuc, qui ont été très, très virulentes. Et du coup, la contre-réforme, on cherche à réinvestir un petit peu les esprits catholiques. Donc l'évêque, mais ici comme ailleurs, dans toute la France, les évêques cherchent à faire venir des congrégations. Donc les Ursulines s'installent sur le Pré-Tison. Elles vont être chassées par la Révolution. Et donc c'est les militaires qui vont réinvestir les bâtiments, d'où le nom caserne des Ursulines. Et ça va rester comme ça jusqu'en 1969, au moment où les bâtiments vont être détruits pour avoir une autre destination. Donc ça va devenir le parking du Champ de Mars, puisqu'à côté de la caserne se trouvait l'ancien enclos des Ursulines. Ça dure des décennies. Voilà, ça c'est les périodes plus contemporaines. Donc ce fameux parking, plus tard avec la barre de l'inspection académique, du Crédit Agricole. On a une vue aérienne, on a la Providence et puis la caserne des Ursulines qui petit à petit va être investie par les associations, différents organismes, mais devenue trop vétuste, elle va être détruite en 1969. Voilà. Alors c'est pas un bombardement, donc comme on a pu le dire aux archives, c'est la destruction de la caserne. Et ici vous avez le piédestal de l'ancien monument de la guerre de 1870 qui se trouvait juste devant la rue Alsace-Lorraine. Donc il a été déplacé, ce monument de la guerre de 1870, au cimetière de l'Ouest. Vous pouvez le retrouver là-bas dans le carré militaire. Donc voilà, le centre commercial Les Champs, il a été inauguré en 2009. Il a gardé ce nom Les Champs, qui évoque un petit peu l'emplacement premier. Et voilà, donc avec des parterres aménagés sur l'ancien parking LIND ici, donc avec des choses très décoratives, Jacques. Ouais. Alors, moi j'ai pas le micro, je vais essayer de parler assez fort pour que vous m'entendiez. Wardron de nature, ça veut dire la nature qui nous entoure. C'est une pirouette en breton parce que Wardron c'est autour de nous. Moi je l'ai détourné dans l'autre sens, de se dire que la nature elle est partout présente. Et ici en ville, tout à l'heure, juste à l'entrée de la bibliothèque, il y avait plein de plantes nichées dans toutes les infractuosités, les joints de murs. Il y a toujours de la place pour qu'une graine vienne se poser et pousser. Alors, ce que tu disais là tout de suite, Sophie, sur le choix un peu des végétaux, si vous regardez devant le bras, vous avez typiquement, je dirais moi, le grand tournant de ce qui est devenu le jardin. Alors on a connu, vous connaissez tous le jardin à la française, le nôtre et compagnie, mais au 19e, ce sont les citoyens, les gens qui se sont emparés du jardinage et des plantes. Et là où il y avait de la place, on a fait pousser, là pour un côté un magnolia, l'autre côté un cèdre du Liban, un cèdre bleu. Et ce sont à ce moment-là que l'horticole a pris le dessus sur le sauvage.
Alors ici c'est marrant parce qu'on retrouve quand même toujours de l'horticole, des anémones du Japon, et en face de vous, vous avez le fort des bois. Donc deux plantes qui sont l'une de l'autre côté de la terre et celle-ci qui vient de la forêt d'à côté. Donc on a réassocié depuis, je dirais, une vingtaine d'années, le sauvage, le naturel breton à l'horticole, au jardin paysager. Alors, de ça, on va voir dans toute notre balade qu'il y a des fuites, les fuites de l'horticole qui va dans la nature. Et certaines deviennent problématiques. Alors ça, on va le découvrir au fur et à mesure. Vous ne la trouverez pas au sol. Ça ne lui convient pas, c'est trop humide. Il faut qu'elle soit toujours dans un endroit sec. Et en plus ici, ce qu'elle va trouver dans le mur, c'est que souvent les murs anciens étaient faits avec un mélange sable chaud. Et donc le chaud ramène un peu de calcaire, la chaux ramène un peu de calcaire, et ça lui convient. Et c'est pourquoi on va trouver certaines plantes simplement dans les vieux murs, dans les vieilles bâtisses. Le lâcher prise de l'homme dans un endroit tout de suite. Vous avez plein de graines qui arrivent, la benoîte, les fougères, les herbes. Donc il y a une composée encore, la porcelle. Là-haut vous avez la valériane. Alors celle-ci c'est pareil, c'est une introduite. La valériane normalement chez nous on la trouve plutôt au milieu humide. Non. Saint-Valère des Murailles. Voilà. Et alors, elle a un mode de propagation qui est très, très drôle. Elle pousse et elle envoie ses graines. Les graines tombent pas quand ça éclate avec la chaleur de l'été. La graine elle repart vers. Et donc, du coup, si elle retrouve une faille, c'est du dedans, quoi. Il y en a plein qui tombent par terre, forcément. Donc là on retrouve la doucette, vous la voyez, hop, et donc du coup la sabane. Oui. Et les mousses. Alors, je dirais, ce mur-là, il est colonisé d'un bout à l'autre. Il y a ces mousses vertes là qui sont à peine existantes et des lichens un peu partout. Et dès qu'il y a un peu plus de place, la mousse va s'installer. La mousse, c'est la plante pionnière, c'est celle qui démarre sur le minéral. Et elle va mettre en place l'infime couche d'humus qui va permettre à autre chose de venir s'installer, l'herbe, puis les fougères, et si on laisse le temps faire, au bout de quelques années, vous avez une couche d'humus suffisante pour que des plantes plus importantes, des arbustes, des plantes vivaces, voire des arbres s'installent. Et ça, dans des endroits comme on a fait l'année dernière avec Estelle, notamment sur l'ancien aérodrome, c'est incroyable, quoi. Et, si on laisse faire, au bout de quelques années, on ne voit plus l'aérodrome. Bon, a priori, c'est pas ce qui va se passer. Dans le mégot, il y a un petit peu de matière organique qui va servir. S'il reste là, s'il se décompose là au bord du mur, il peut donner un tout petit peu. Mais alors, la plante qui est intéressante, c'est la touffe d'herbe qui est là. Beaucoup de personnes se plaignent, oui, il y a moins d'oiseaux, on ne voit plus les oiseaux. Le pâturin annuel. Alors là, je ne vais pas y aller parce qu'il y a une crotte de chien et tout, donc c'est pas terrible. Le pâturin, le petit épi de graines, c'est pour tous les oiseaux de la ville, le moineau, le pinson, qui vont venir, même pendant l'hiver, trouver leur pitance de graines avec. Et donc, ces herbes-là, elles sont hyper importantes. Donc le Roundup, c'est l'ennemi des oiseaux par excellence. Enfin, j'ai cité une marque, j'aurais pas dû, mais le glyphosate. Que l'on trouve encore. Oui, et alors que ça, c'est pas difficile à s'en défaire si on veut avoir une allée propre et ça continue à pousser. Du coup, la nécessité d'avoir des nichoirs réguliers les oiseaux qui viennent, est-ce que c'est bien vu, quoi? Il y a une petite polémique là-dessus. Aujourd'hui, on peut se dire que l'homme a un petit peu artificialisé tout autour de lui. Et dans une ville comme Saint-Brieuc, je suis sûr qu'il n'y a pas 10% des gens qui ont des animaux dans un jardin. Autrefois, tu avais toujours des poules, des lapins, tu avais de la paille, du foin, donc les oiseaux venaient quémander, piquer, ramasser ce qu'ils trouvaient. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc si on peut compenser en leur mettant un peu à manger l'hiver, c'est pas une mauvaise affaire. On les conditionne pas forcément. Non, l'oiseau
a plusieurs régimes alimentaires, certains oiseaux ont plusieurs régimes alimentaires dans l'année. Ils peuvent être insectivores, et puis granivores, et puis omnivores. Enfin, tout va dépendre du contexte de l'époque de l'année, et puis de la provenance de la nourriture. Mais ils s'adaptent très très bien. Oui, mais surtout pas de pain. Surtout pas. Ah oui, alors évidemment. Et on arrive sur l'ancien champ à l'avoine ici, donc devenu place du Guesclin dans les années 20. Alors c'est une place importante puisqu'on est sur l'axe d'entrée est dans la ville de Saint-Brieuc, dans l'ancienne RN12 on peut dire, hein, l'ancienne route de Rennes à Brest. Y a le vent qui bat sa pleine mesure, l'orage qui joue, le ciel en folie, la pluie qui s'accorde, onde froide et dure, et la mer qui roule une symphonie. Enjeu ou défi pour enfants du monde, tant de non-silence, air de liberté. Au creux de nos mains, la prière gronde. Gardez-nous la terre, laissez-nous rêver. À perte de vide ou malgré nature, intensivement, tailloux bien saignés, forêts en sursis, fleuves en souillure, rivages vendus, montagnes violées. Y a le vent qui bat sa pleine mesure. Avant la Première Guerre mondiale, tous ces endroits-là étaient pâturés. Et ça, sur toute la côte, ici dans notre département, vous allez jusqu'à Saint-Michel-en-Grève, tout ça s'était tenu court avec des biquettes ou des moutons ou des vaches, gardés par des enfants ou des personnes plus âgées ou des dames. Et puis, donc, Première Guerre, après la Première Guerre, il y a beaucoup de gens qui sont partis, donc l'exode rural qu'on a connu. Et à partir de ce moment-là, ça a été laissé à la friche. Et après la Deuxième Guerre mondiale, quand dans les années 60, il y a eu le plan de relance avec Charles de Gaulle, ils ont planté énormément. Et il y a un des endroits qui est bien pour ça, c'est le parfond du Gouès, où on trouve de très beaux arbres aujourd'hui, donc ça fait plus de 50 ans, hein, et il y a vraiment des forêts, et qui sont du fait de la... Comment dire, les gens étaient incités à planter, ils ne payaient pas d'impôts s'ils plantaient. Ils ne payaient pas d'impôts fonciers sur les terrains où ils plantaient. Donc du coup, ça a planté à tour de bras. C'est pourquoi tous ces endroits qui étaient ouverts se sont tranquillement refermés. Hein. Et comme disait Sophie à l'instant, c'est vrai que là, on vient, hein, on est 20 mètres en dessous de la ville, et ça y est, déjà, les oiseaux dominent. Hein, on a le merle qui nous fait sa sérénade là-bas depuis un moment, le mésange, enfin, on va descendre. Juste vous faire remarquer une plante qui n'est plus très courante, parce que l'homme lui a fait la chasse, c'est la bardane. L'invention du velcro, c'est la bardane. Les graines s'accrochent aux vêtements, s'accrochent aux poils. Comme tu disais, les cultures, les pâturages, on a les moulins. Donc on compte sur les 4 km de Guédic, là jusqu'au port du Légué, on a 6 moulins. Voilà, on a les lavandières. J'ai des petites vues là, les lavandières. Donc elles viennent faire sécher leur linge, enfin nettoyer leur linge dans le Guédic. On a différents lavoirs. Alors soit c'est une simple pierre lavée, soit c'est carrément un petit bâtiment. Donc elles font sécher leur linge sur les coteaux. Elles remontent avec du linge mouillé quand c'est l'hiver et que voilà, il y a des brouettes ou des sacs chargés de linge mouillé. Voilà, les moulins ici, ça c'est le moulin au chai, c'est beaucoup plus en amont. On retrouve ici le moulin de Guédic, si on passera à côté tout à l'heure. Voilà, donc c'est vraiment des lieux de travail. Donc le milieu se referme. Alors les gens plus âgés de Saint-Brieuc disent oui, mais gorge maintenant avec les Guédic, personne ne veut y aller, on ne veut pas se promener. C'est un lieu de loisir après. Hein. Il y a des joggers, on vient promener son chien. Il y a en contrebas une plaine pour du sport. Enfin, il y a tout un tas de choses à faire, mais c'est vrai que ça a changé. Voilà, on retrouve nos lavandiers. Voilà, il y a eu carrément un grand, même jusqu'aux années 50, un grand lavoir couvert, mais plus métallique, en tôle ondulée, pas très esthétique. Et puis on a ces fameuses carrières dont je parlais. Saint-Brieuc a été construit en grande majorité avec les carrières du Guédic. Hein. On a compté jusqu'à 500 ouvriers carriers dans la vallée. Ça a duré jusqu'aux années 30. Aux années 30, on n'a plus qu'une trentaine d'ouvriers sur le site. Donc au droit de la tour d'Armor, tout à l'heure, on entreapercevra le front de taille. Vous avez au niveau de là où se trouve Speedy,
Il y avait une carrière aussi. Voilà, ça c'est au droit de la place de la Liberté. La place de la Liberté, c'était un lieu de carrière. Donc, vous voyez ici les pierres entassées. Voilà, l'église Saint-Michel, les boulevards suspendus, tout. Juste avant la guerre, là, à la Deuxième Guerre mondiale, ça s'arrête parce que déjà les hommes sont partis à la bataille. Et puis le prix de revient du granit, ici de l'extraction, devient de plus en plus cher. D'où le granit chinois aujourd'hui. Voilà, on va descendre. Alors ici, on n'a pas été... Racines aussi bien que ça, et là, elles sont quand même majestueuses. C'est un beau scène. Et donc, en faisant la descente, là, je me faisais la réflexion, bon, il y a quelques-unes des plantes dont on a parlé plus haut, qu'on a retrouvées de façon éparse, hein, l'érigéron, la valériane. Et ici, on retrouve la flore locale, et tout à l'heure, tu parlais de front de taille, en voilà un, et là, qui est colonisé par de l'orme. Une petite place qui est intéressante parce que pleine d'herbe. Là, du coup, ce que je disais tout à l'heure pour les oiseaux, c'est quand même assez le bonheur. Là, par exemple, je le vois juste en face de moi, c'est le pissenlit. Le pissenlit, c'est un régal pour un oiseau en particulier, c'est le chardonneret. Il vient dessus et vous nettoie ça très très vite. Ils adorent ça. Donc les pissenlits, il faut les garder. Pissenlit, seule plante, c'est la première plante mellifère du printemps. Les gens s'acharnent à enlever celle-là. Il y a beaucoup de choses qui fleurissent au printemps, début du printemps, mais il n'y a pas à manger dedans. Dans le pissenlit, il y a de quoi faire pour les insectes pollinisateurs. Que ce soit la fabrique du miel pour les abeilles, mais aussi pour tous les insectes en général. Ils vont trouver les premiers sucres de démarrage au mois de février-mars. Là, c'est important qu'il y en ait. On va descendre sur la... Les petites fleurs bleues qui étaient sur la descente. Le buffle. Autrefois avec cet aspect-là qu'on retrouve en vestige, et donc c'est un petit lieu pour de vie. Voilà, je vous laisse faites attention si ça glisse parce que c'est humide quand même. Alors il y a plusieurs sources sur les coteaux de la... C'est l'arbre qui calme les ardeurs. Donc voilà pourquoi. Donc c'est un arbre d'aliment qui est très très bien et qui pousse super vite en plus. Il est très beau d'ailleurs. Oui. Ouais. Oui, on mettait des pièces dans les écoles aussi à une époque. Oui. On choisissait le tilleul plutôt que le marronnier parce que effectivement les fruits qui sont dans le sol étaient considérables. Encore une fois, ce que j'ai raté, il n'y a pas de mauvaises herbes. Si vous regardez ici, à partir du moment où on bouleverse un endroit, vous avez la banque de graines qui se réveille. La terre à nu ne restera pas nue. La banque de graines, c'est toutes les graines qui sont présentes dans le sol, certaines depuis des dizaines d'années, jusqu'à une centaine d'années. Le rumex, par exemple. Le rumex, il y en a là-bas, on voit les grandes feuilles, vous avez la grande oseille. Le rumex, c'est son nom latin. Et du moment où la terre, elle a été remuée, si elle est tassée, il y a certaines qui vont prendre le dessus. Si elle est pas trop tassée, ce sont d'autres. Si elle est sèche, si elle est mouillée, ça va être certaines plantes ou d'autres. Ici, vous avez le bouton d'or qui domine, c'est normal. Il y a de l'humidité en présence en permanence dans le sol. Il y a la rivière qui est juste derrière. Ça va très bien. Le pissenlit qui est au pied de liane, là, il est sur un terrain tassé. Qu'est-ce qu'il fait? Il remonte les minéraux au-dessus pour constituer une couche d'humus intéressante pour ce qui viendra après. La grande berce qui est là, c'est pareil. Son travail, c'est des racines pivotantes qui vont chercher la matière au fond et qui la remontent en surface. Donc ces plantes-là, elles ont un intérêt. Elles sont en train de restructurer le sol. Et chaque plante va prendre le temps qu'elle a besoin pour le faire, et au bout d'un moment, quand le travail est fait, elle va disparaître au profit d'une autre. Et les choses se mettent tranquillement en place.
Alors, nous, bien sûr, à la vitesse où on intervient, on n'a pas le temps de laisser la nature faire ça. Mais si on laisse les choses évoluer de façon naturelle, en définitive, de toute façon, ce qui viendra s'installer en dernier, c'est tout ce qui nous entoure, là, les arbres. Hein, il faut des fois des siècles pour que ça se passe. Mais vous remarquez que sur un endroit qui vient d'être bouleversé, il y a tout de suite, dans les semaines qui suivent, une germination et hop, c'est parti. Ça, c'est bon signe. C'est bon signe. C'est bon signe, c'est qu'on n'a pas stérilisé le sol. Non mais c'est très important ce que vous dites là. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, avec certaines choses, on arrive à stériliser le sol. Il y a des endroits où plus rien ne pousse parce que la terre, elle a été tuée par des produits, je pense notamment à des endroits où il y a eu des exploitations de mines de certaines choses, suivant les produits qu'ils utilisent pour la fraction des minéraux et tout, ils tuent le sol. Il n'y a plus rien qui pousse, et de façon définitive. Donc là, on peut avoir un impact vraiment très grave. Ici, l'impact n'est pas très grave dans le sens où il y a eu un aménagement de fait, la nature tranquillement se réinstalle. Et si on laisse faire, elle aboutira à la forêt. Voilà. Donc, de dire qu'une plante n'est pas intéressante, pour moi, c'est pas possible. Je ne peux pas l'entendre, je suis désolé. Voilà, on va remonter le cours du Gouin. Donc cette grande plante verte claire qui est jolie, hein, qui a été introduite au 19e pour raison ornementale et raison fourragère aussi. Mais il se trouve que les animaux chez nous n'en veulent pas. Et puis au niveau ornemental, eh ben, elle s'est très vite échappée des parcs et des jardins. Elle s'hybride avec sa cousine, la renouée de l'Himalaya, et puis du coup elle se ressème, ou elle se ressème, ou simplement si vous coupez la plante, même à la machine, qui a ce morceau-là, où vous avez le nœud ici qui touche le sol, ça fait une racine. Donc vous voyez bien qu'avec les machines, quand ils passent sur le bord des routes, ben, ils la propagent plus qu'ils l'enlèvent. Alors elle a une particularité, c'est qu'elle pousse sur les endroits perturbés et pas en bon état. Alors, en général, on la trouve là où il y a eu des décharges notamment. Donc elle nettoie les sols. Elle a quand même une capacité à faire quelque chose d'intéressant. Mais bon, elle est invasive, hein. C'est vraiment une invasive. Là, elle est par petites touches. Si on laisse faire, dans 10-15 ans, il y aura une bande de renouée du Japon. Elle pousse à une profondeur de 10 mètres. Elle envoie des racines à une profondeur de 10 mètres. Donc ils ont tout essayé hein, pour l'éliminer, hein, produits chimiques, étouffement et tout, rien n'y fait. C'est vraiment l'arrachage, même l'arrachage. On verra tout à l'heure un cas qui est intéressant. C'est une plante de montagne qui pousse sur des endroits perturbés, genre les fondements pierriers, là où les pierres coulent, quoi. Et donc elle stabilise. Elle a un intérêt là-bas. La grandeur. Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a et je garde le programme de la parce que si je te le dis, perturbés, mais des terrains riches. Des terrains, si vous achetez un terrain, vous cherchez l'endroit où il faut faire votre potager, c'est là où poussent leurs fruits. C'est là où la terre est la meilleure. Donc, et c'est une plante très très intéressante, hein, au niveau minéraux. Aujourd'hui, elle est incluse dans les alimentations pour animaux, notamment pour les poules en bio, qui mettent de l'ortie séchée dedans. C'est plein de minéraux. Et nous, humains, on peut aussi en consommer. Mais il faut prendre dans ces cas-là le matin, parce que c'est comme la ronce d'ailleurs. Donc pour faire de la soupe, pour faire des tisanes, des tartes à l'ortie, bien sûr. Et donc la renouée, vous voyez,
ici, comment elle est installée. Elle est vraiment sur la rive et à l'autre côté il y a encore un autre, hein, le laurier palme, c'est pareil, hein, c'est une catastrophe aussi. Donc ça pour les enlever par contre c'est un peu plus compliqué. Ça se propage beaucoup et le problème c'est qu'elle est narcotique pour les insectes. C'est-à-dire que quand les insectes commencent à aller dessus, ils vont plus sur autre chose. Et du coup, c'est pas gagnant-gagnant pour le reste des plantes de notre flore. Donc en général, vaut mieux l'enlever. Alors si vous allez dans le bas, au niveau des herbes. Ah oui, c'est une mauvaise herbe. Il y en a. Ah ben ça, on la retrouve beaucoup au bord des routes. Et puis, Au niveau du... donc il y a du passage. Donc rien ouais, nous interdit de penser que le renard, ou peut-être même le blaireau, habite par là. Et c'est logique, hein. La louarne qui là trouve en plus avec tout ça, c'est quand même assez broussailleux, donc ils peuvent se cacher sans problème. Et ils trouvent leur pitance hein, entre les poubelles et puis le reste. C'est le tout premier pont sur la rivière du Guédic en fait. On a des éléments du XIVe siècle sur ce pont-là. Il a été rénové. Mais voilà, il faut savoir qu'auparavant, les gens qui descendent dans le fond de vallée, qui traversent la gué, qui se débrouillent un petit peu. Et donc en fait c'est une première congrégation entre guillemets, on les appelle les ponteux, qui font passer les gens. Il y a beaucoup de ces congrégations-là qui sont installés près des rivières. C'était l'occasion pour les pèlerins notamment, puisque vous savez que la fontaine Notre-Dame de Saint-Brieuc, c'est l'origine dite de l'implantation du moine Brieuc, et ça fait l'objet d'un culte, et notamment aussi d'une station du Trou-Bresse, ce fameux pèlerinage des 7 saints bretons. Donc, pour faire passer notamment les pèlerins qui se rendaient à la fontaine Saint-Brieuc, ces religieux-là se sont installés ici, un hospice, en fait, un refuge pour les pèlerins qui venaient jusqu'ici. Et donc il y avait un hôpital, une chapelle, etc. À ce niveau-ci. Voilà, donc ça c'est vraiment sous l'Ancien Régime, 14e siècle. Donc ensuite on va avoir le pont de Guédic à proprement parler, là qui est du 18e. Ensuite vous avez le chemin de fer, le grand viaduc, 1863, l'arrivée du chemin de fer du train à Saint-Brieuc. Et puis par la suite, en 1962, le pont d'Armor, antérieurement le pont de Toupin, ferroviaire et rachartière aussi. Et puis le tout dernier, ce sera le pont de la RN12, en 1980. Donc vraiment la topographie de Saint-Brieuc, alors on râle avec les travaux successifs, etc. Et c'est une ville qui n'est pas facile, qui est entre deux vallées, voilà, vous avez les plateaux extérieurs. Là où se trouve la cathédrale, c'est un plateau aussi, mais un plateau en creux. Donc ils gardent tous les marais, les arrivées d'eau aussi qui viennent des plateaux extérieurs. Donc c'est une ville qui n'est pas facile au niveau de la circulation, et d'autant plus quand on n'est plus à pied. Voilà. Qui joue le ciel en folie, la pluie qui s'accorde, ondes froides et dures, et la mer qui roule une symphonie. Enjeu ou défi pour enfants du monde, tant de nos silences, air de liberté. Au creux de nos mains, la prière gronde. Gardez-nous la terre, laissez-nous rêver. À bout de lumière et d'envie de croire, musique des rives et rire figé. Images, violences, absurdes et noires, idéal, business, passion, monnaie. Il y a le vent qui bat sa pleine mesure, l'orage qui joue, le ciel en folie, la pluie qui s'accorde, ondes froides et dures, et la mer qui roule une symphonie. Enjeu ou défi pour enfants du monde, tant de non-silence, air de liberté. Au creux de nos mains, la prière gronde. Gardez-nous la terre, laissez-nous rêver. À contre-raison et le vague alarme, chant de la bêtise, peuple sacrifié, pour Dieu ou pour rien, héritage en flammes, présent mirador, destin barbelé.